on se retrouve, nous sommes lundi, c'est l'heure d'introduire ce vlog puisque l'enfant dort, donc c'est parti, on y va. Alors, j'ai eu un week-end pas trop mal en termes de lecture puisque j'ai terminé 3 livres. J'ai terminé, je sais même plus si j'avais enfin si j'avais, comment dire, terminé mon avis filmé mon avis final dans le vlog précédent, mais je crois pas parce que je crois qu'on l'a fini samedi. Donc non. J'ai terminé La Galaxie vue du sol de Becky Chambers, qui était une excellente lecture. Sans surprise, me direz-vous? Oui, mais quand même. C'était vraiment une très bonne lecture. Je vous en ai déjà parlé. On est dans une espèce d'auberge multi-espèces dans l'espace et on va avoir un certain nombre de personnages qui vont se retrouver bloqués pour X et Y raisons et qui vont devoir échanger et interagir. On va avoir des espèces très différentes, pas forcément amies de base, on va dire, ou pas forcément très connues des autres. On va avoir beaucoup de choses en fait. On va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de problèmes à la fois personnels pour chacun et chacune d'entre eux, et à la fois des problèmes un peu interespèces. Donc on a ce côté où il y a un peu à certains moments des conflits ou des désaccords plutôt, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Becky Chambers traite ça, la manière dont on arrive à être en désaccord sans être violent. On est en désaccord, on en discute, on peut être en colère, c'est normal, c'est sain et c'est logique, mais c'est tout quoi. Et on est d'accord pour être pas d'accord en fait. Il y a beaucoup de sujets très actuels qui sont abordés de manière détournée que j'ai trouvé hyper intéressant, autant sur des problématiques sociales assez larges, donc notamment par exemple par rapport au colonialisme, etc., que sur des thématiques plus personnelles. Donc on va parler par exemple d'un personnage qui est en conflit avec elle-même pour parler de la personne qu'elle aime à son entourage, etc. Donc vraiment, ça aborde plein de trucs, c'est trop bien fait, c'est tellement agréable, tellement confortable, tellement doux. Enfin, c'est vraiment. Becky Chambers, c'est une valeur sûre pour moi de bienveillance. C'est-à-dire que quand on lit un Becky Chambers, il y a quand même assez peu de chance. Ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais il y a quand même un risque assez réduit d'être trigger. C'est vraiment quelque chose de très confortable et de très agréable. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai pas été. Je sais que par exemple, The Riddler, dans le deuxième volume, l'avait été par rapport à un personnage qui va manger des animaux, mais ça reste très très réduit. C'est vraiment, je pense, le plus safe qu'on puisse trouver à l'heure actuelle, je pense, à mon sens. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais voilà. Et ça fait du bien. Je vais pas tellement développer mon avis sur le sujet parce que j'ai pas tellement pris de notes. Je l'ai vraiment lu. Déjà, j'ai pris mon temps pour le lire, ce qui est assez rare. J'ai vraiment pris le temps pour le lire et j'ai pas pris de notes. J'ai été à fond dedans et j'étais dedans et c'est tout quoi. Donc je pourrais pas rentrer dans les thématiques précises qui sont abordées, mais sachez que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle voilà, de personnages qui vont être en rébellion par rapport à leur communauté, par rapport à la manière dont pense cette communauté, par rapport à leur choix de vie. Enfin, ça aborde beaucoup de trucs en fait. Beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, et c'était trop bien, et j'ai adoré, et j'étais tellement bien dedans que je n'ai qu'une envie, c'est de reprendre la lecture du tome 1, chose qui sera sûrement faite, et notamment avec Emmeline, puisqu'elle me disait qu'elle le relirait bien aussi l'espace d'un an. Donc c'est très très cool. Voilà, excellente lecture, une saga terminée, ce qui me rend à la fois un peu triste et en même temps, je peux les relire et c'est réconfortant pour moi de savoir que je peux les relire parce que je l'aime bien relire en fait. Donc voilà, ça va quand même. Sinon, j'ai reçu ce week-end, vous l'aurez vu dans le dernier vlog, des petits cadeaux de la part de Natcha et j'en ai lu un. J'ai lu Heartstopper, donc le premier volume, qui va parler de deux garçons qui vont se rencontrer à l'école et qui vont, devenir amis et peut-être plus qu'amis. C'était vraiment, je vais pas trop en dire parce que ça reste très rapide à lire, c'est voilà, mais qu'est-ce que c'était chouette. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi chouette, aussi important en fait. C'est hyper important, ça aborde des thématiques hyper importantes, que ce soit en termes de relations toxiques, que ce soit autour de l'homosexualité, voilà, du fait de l'avoir dit au monde, comme si d'ailleurs c'était quelque chose qu'on devait annoncer, c'est un truc qui me dépasse aussi, mais bref, c'est des normes sociales absurdes, et aussi de rencontrer d'autres gens, et l'amitié, et plein de choses très très belles, et vraiment importantes. Je pense que c'est le mot, c'est quelque chose d'important. Si vous avez des ados, pré-ados dans votre entourage, si ce genre de thématique peut vous intéresser, n'hésitez pas
à le tenter. J'ai été frustrée par la fin parce que je voulais savoir la suite. Je ne vais pas me prendre la suite tout de suite puisqu'en novembre, je n'ai prévu que 2 achats et je compte bien m'y tenir. Mais je le continuerai avec très grand plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était doux, c'était mignon, j'ai été touchée par certains moments. J'ai été... Ouais, vraiment, c'est le mot. J'ai été touchée. Il y a des moments qui sont hyper tendres et hyper touchants et ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien. C'était une lecture très très positive que j'ai beaucoup aimée et qui m'a vraiment fait le plus grand bien. Donc je vous recommande vraiment. C'est pas... Il y a un peu des petits triggers, mais en même temps, ça reste des choses vraies et importantes à traiter, et notamment auprès d'un public ado, pré-ado, parce que il faut savoir que ça existe et qu'il faut pas se laisser faire, quoi, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, mais lisez-le peut-être avant, et si vous avez un public concerné dans votre entourage, enfin concerné en termes d'âge, de cible d'âge, ou concerné en termes de thématique, c'est-à-dire voilà, un pré-ado, ado homosexuel, et bah peut-être offrez-lui parce que je pense que ça peut être vraiment une bonne chose et c'est bien de se sentir représenté quand on a ces âges-là, et même quand on est adulte d'ailleurs. Donc voilà, très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'avais très envie de lire et j'étais très contente de le faire. J'ai terminé un 3e livre. Celui-ci que j'ai depuis mars, donc je suis très contente de l'avoir lu. Donc c'est le nouveau cabinet des fées par Louis Bâtissier. J'ai envie de l'appeler Jean-Louis à chaque fois. Louis Bâtissier, publié au Mouton électrique, qui est une réédition. Parce que je crois qu'ils en avaient fait une il y a peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu moins. Bon, peu importe. En tout cas, ils l'ont réédité. Il est très 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 beau. Et je vais vous dire un truc que je ne dis que très rarement, mais quel confort de lecture incroyable. C'est vraiment rare que ça me soit aussi évident que le livre est confortable. Et là, c'était le cas. Vraiment, vraiment, c'était agréable de lire ce livre. C'était ouais, vraiment un très très bel objet livre, très confortable, très agréable, de qualité. Vraiment, j'ai été assez marquée par ça parce que je lis pas mal de versions reliées comme ça, mais c'est rare que ça me soit aussi remarquable au point d'en parler, quoi. Bref, j'ai pris des notes sur cette lecture parce qu'elle était absolument passionnante. Donc, on va avoir une préface qui est une préface de je ne sais pas trop qui, de Pierre Dubois. Et ensuite, on a une espèce de préface de l'auteur, donc de Louis Bâtissier, autour des fées et des génies. Et c'était passionnant, mais vraiment passionnant. J'ai adoré cette préface. C'est rare que j'aime bien les préfaces, mais là, c'était vraiment très très bon. En gros, il va refaire la généalogie un petit peu des fées, d'où ça vient, pourquoi, comment. Donc, par exemple, il explique que les fées que nous, on connaît en Occident, viennent notamment des parcs qui étaient en Gaule des fatas, donc des failles, des fées. Et voilà, tous les mythes qu'il y avait autour en Gaule, notamment sur les fées qui donnent des qualités aux enfants à la naissance, etc. Il va aussi traiter de mythes de plein d'autres régions et pays. On va par exemple parler de Merlin, d'Arthur, enfin il revient sur vraiment plein d'origines de mythes, de créatures, etc. Et c'était trop trop bien parce qu'il y avait plein de choses que j'ignorais totalement et qui montrent à quel point le mélange culturel est quelque chose d'important et d'essentiel. Je sais pas si c'était le fond de son propos, mais c'est ce que ça montre pour moi. Si vous êtes un peu comme moi, du genre à sauter un peu les préfaces ou voilà, parce que ça vous saoule un petit peu, et ben celle-ci était très intéressante, voilà. Bref, on a 5 contes dans ce livre, en sachant qu'ils ont été écrits par Louis Bâtissier en 1864, si je ne dis pas de bêtises, et c'était très chouette parce que ça change le paradigme des contes habituels. C'est-à-dire qu'ici, on a une vision qui est résolument plus moderne et qui est post-révolution. Et on le sent en fait. On sent tout ça et toutes ces influences et toute cette modernité en sous-texte. La première nouvelle, c'est La Petite Grenouille Verte, qui va inclure plein de choses qu'on connaît dans les contes et assez classiques des contes. On a la structure classique du conte avec, voilà, ça commence pas par Il était une fois, mais en gros, on sait pas où ça se passe, on sait pas quand ça se passe, c'est un peu perdu dans une espèce de passé très très lointain. Et on va avoir une princesse qui va être dans cette histoire, et typiquement, c'est une princesse qui est éduquée. On lui apprend à réfléchir et on montre l'importance de l'esprit chez les filles aussi, j'ai envie de dire, parce que chez les garçons ça a toujours été le cas, mais chez les filles, et ça j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était hyper moderne. On a plein d'objets magiques ici, par exemple ça va être un miroir magique. On a des fées bien évidemment, c'est un peu le titre de l'ouvrage, on a des fées dans tous les contes, et des fées qui sont
pas forcément toujours très gentille. Et surtout, à la fin de cette nouvelle, on a le prince et la princesse qui se sont plus physiquement, qui vont discuter avant de se marier, qui vont apprendre à se connaître. Alors on est d'accord, c'est sur un laps de temps très réduit, on n'est pas sur 3 ans avant de se marier, mais c'est déjà tellement mieux que ce qu'on peut voir habituellement que j'ai trouvé ça appréciable. Ils discutent et ils échangent leur point de vue et c'est cool. La deuxième nouvelle, c'est la princesse Hébé et le prince Persin Persiné. Oui, on a ces noms très absurdes, un petit peu de contes comme ça, que j'aime beaucoup, qui sont très folkloriques. On va être sur le trope typique de la fée qui a été transformée, qui a été secourue, qui exauce des vœux, avec une histoire de mariage, d'enchanteur, des animaux magiques. C'était une nouvelle très très chouette que j'ai beaucoup aimée aussi. Ça se lit très bien en général, ça fait en moyenne 30-40 pages, donc c'est vraiment très rapide à lire. En même temps, c'est le principe un petit peu du conte, faut pas que ça dure trop longtemps. La troisième nouvelle, c'est Bellinette ou la jeune vieille, qui est un conte où on va parler d'éducation d'une jeune princesse qui est orpheline par une fée. Et en fait, cette princesse vit à la cour, en fait, hein, c'est la future souveraine, et elle est extrêmement flattée par l'entourage de la cour. Et la fée a peur qu'elle devienne trop vaniteuse et qu'elle oublie que tout ne lui est pas dû et qu'elle se doit de faire des efforts. Et du coup, elle va lui faire une espèce c'est pas vraiment une malédiction, mais une espèce de sort où je crois que 2 jours sur 3 ou 4, elle a l'apparence d'une vieille femme. Il va se passer mille et une choses dans ce conte, vraiment, c'est très épique, très différent, je trouve, de ce à quoi on a l'habitude parce qu'on sort un peu du lieu de base et on s'éloigne et on voyage pas mal. Alors ça arrive dans certains contes, mais c'est pas forcément les plus courants, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, on a un prince qui va être un petit peu imbu de sa personne et qui va devoir apprendre à devenir modeste. Et on a vraiment ce double traitement du personnage masculin et féminin en parallèle, où vraiment les deux doivent un petit peu redescendre de leur piédestal et apprendre à être de bonnes personnes aussi, et pas juste à être des nobles riches et vénérés. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui fait très post-révolution et qui est pas très courant dans les contes, parce que la plupart des contes datent d'avant. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je ne dis pas que c'est totalement exempt de petites remarques sexistes, mais c'est vraiment très léger, sincèrement, c'est vraiment pas trop mal. La quatrième nouvelle, c'est Aventure du négociant Évarich, qui était intéressante parce qu'ici on a un traitement différent du conte habituel, puisque c'est quelqu'un qui va raconter ce qu'a écrit Évarich. Donc on a un petit peu cette double narration, même si la première narration est très peu présente, mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les contes. J'ai trouvé ça assez intéressant, et c'était un conte que j'ai trouvé extrêmement drôle parce que très pas cynique, mais très humoristique dans la manière dont étaient traitées les choses, puisque Évarich, pour épouser la jeune femme qu'il veut épouser, doit subir des épreuves un petit peu à la Hercule, si vous voulez, et il ne fait qu'échouer et il va d'échec en échec, et c'est assez drôle de voir un auteur de conte qui met ses personnages en difficulté. C'est pas si souvent le cas. Il n'est pas parfait, il commet plein d'erreurs et ça se répète jusqu'à ce qu'il apprenne et qu'il comprenne que si une fée vient te voir et te dit fais ça, bah faut le faire, voilà. Et c'était plutôt chouette, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. On a un petit peu de mythologie scandinave en plus dans celui-ci, ce qui était plutôt intéressant. Et on a aussi ce topos, ce trope que j'aime beaucoup, de la vieille fille qui a pas été invitée et qui est vexée, voilà, qui est un trope que moi j'aime bien. Donc très chouette conte, assez drôle. Et le dernier, c'était le summum en termes d'absurdité. Il s'appelle Biri Binker. Biri Binker, c'est dur à dire. Et ici, on est vraiment dans de l'ironie, plus, et c'était vraiment excellent. J'ai noté un exemple qui était très drôle, page 191, où on dit Monsieur le Président, je veux dire l'oracle. Et en fait, c'est un président de, je sais plus de quoi, le président de. Bon, bref, c'est un mec qui a un statut à la cour, quoi, et qui, quand la reine est enceinte, va dire oh, bah ça va être un garçon, il va être en bonne santé, et quand l'enfant naît, c'est un garçon et il est en bonne santé. Et du coup, tout le monde le prend pour l'oracle et tout le monde l'écoute et il devient une espèce de personnage sacré comme ça. Et on va suivre les aventures de ce jeune prince qui naît avec une espèce de malédiction, voilà, un petit peu, voilà, encore une fois, à la Belle au bois dormant, et qui doit faire plein d'épreuves et qui fait qu'échouer lui aussi, et qui se retrouve à devoir se marier avec une espèce de gnome très très âgé, et puis au final, bon, il y a plein de retournements de situation, mais c'était très drôle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé différent en fait. C'est vraiment un traitement différent. Alors, je dis pas, je sais pas si j'en aurais lu 15 comme ça, parce que c'est vite redondant, ça reste des tropes qu'on a vus, revus, et même s'ils sont traités différemment, voilà, peut-être que j'aurais plus scindé ma lecture s'il y en avait eu plus que 5, mais j'ai bien aimé les enchaîner, j'ai bien aimé découvrir ça, j'ai trouvé que c'était un univers très riche. Et si jamais vous êtes enseignant et que vous travaillez sur les comptes, et bah peut-être penchez-vous sur ça parce que c'est assez différent et c'est plutôt intéressant, et ça respecte les codes du conte mais en les détournant un peu,
et en ajoutant quand même une patte d'écriture assez intéressante et différente. Il n'y a pas franchement de moralité à la finalité de ces contes et c'est plutôt chouette aussi. Donc vraiment très bonne lecture que j'ai beaucoup aimé, ça s'est lu super vite. C'est un très beau livre encore une fois avec plein de gravures. Moi j'aime beaucoup ça, ces gravures un peu vieillottes comme ça. Ça me rappelle quand j'étais petite, j'avais un livre des frères Grimm, je crois, avec des gravures comme ça. Et voilà. Donc j'étais très contente de lire. Très très bonne, très bon week-end de lecture. Du coup, hier soir dans la foulée, j'ai attaqué La Maison au sortilège d'Emilia Hart. J'ai lu 72 pages, donc j'en suis encore au début. Et ça a très très bien démarré, je vous le dis. Ici, on va suivre 3 personnages féminins qui s'appellent Alta en 1619, on a Violette en 1942 et Kate en 2019. Et on démarre très fort. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans des chapitres qui vont être en alternance. Et on va suivre 3 jeunes femmes qui sont toutes les 3 dans des situations très très compliquées puisque Alta est a priori accusée de sorcellerie et va être jugée. Donc voilà, on est vraiment sur le trope typique de la sorcière. On va suivre Kate qui, en 2019, donc, qui elle est maltraitée par son conjoint, qui a un conjoint qui est clairement toxique, qui la maintient sous sa coupe et qui lui interdit de sortir, qui la traque, qui la surveille, enfin bref, l'horreur, et qui va tenter de s'enfuir. Et on va suivre Violette, qui est une jeune femme de 16 ans, qui vit dans un espèce de manoir pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un espèce de château de nobles un peu, et elle a un père qui est extrêmement, non seulement maltraitant, violent, mais en plus qui trouve qu'elle ressemble trop à sa mère, et on n'en sait pas grand-chose de sa mère, mais on se doute qu'elle aussi a été accusée de sorcellerie ou de sorte d'être une sorcière, ou en tout cas pas une femme qui rentrait dans les standards de l'époque. Donc vraiment, on est sur 3 personnages qui vivent des choses très difficiles, très douloureuses, où elles n'ont que très peu de pouvoir sur leur vie, sur leur choix, où elles sont maltraitées par les hommes qui les entourent. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'en fait, ça représente vraiment 3 cas typiques à 3 époques différentes de ce que pouvaient et ce que peuvent vivre les femmes. Et ça montre bien que la maltraitance et le patriarcat et le pouvoir des hommes, euh, même s'il n'est plus le même qu'en 1619, eh ben, il reste très très fort en fait. Et c'est hyper intéressant. Donc j'ai pas grand chose à en dire, j'en suis au début, je ne sais pas, je pense qu'il y a un petit côté fantastique à tout ça, mais je peux pas trop vous en dire. En tout cas, ça démarre très fort et je suis déjà très convaincue. J'ai pas beaucoup lu hier soir parce que j'étais un peu fatiguée, mais je vais continuer ça avec très grand plaisir après. Et vraiment, je suis à fond dedans, donc absolument ravie de l'avoir attaqué. C'est un SP que m'a envoyé la maison d'édition Les Escales, et donc vraiment merci parce que je suis convaincue dès le début. C'est-à-dire, j'avais lu 3 chapitres, j'étais déjà à fond et j'en ai même fait une story sur Instagram. Bref, voilà, c'est tout pour mes lectures. Je n'ai rien reçu que vous n'ayez vu, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, d'autant que je dois filmer ma vidéo pour mercredi et monter ma vidéo de ce soir, donc je ne vais pas plus traîner et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et on se dit à demain. Coucou, nous sommes mercredi, comme d'hab, j'ai pas pu filmer hier, donc je vous reprends aujourd'hui. Où en sommes-nous à l'heure actuelle dans mes lectures? J'ai clairement dû mettre en pause La Maison au sortilège parce que, figurez-vous, que ce soir il y a le live Explora Livre et je n'ai pas terminé Capitale du Nord, donc il me reste la petite partie à lire. Il faut vraiment que je me bouge, donc je vais aller faire ça après parce qu'il faut absolument que j'ai terminé pour ce soir, évidemment, sinon je ne vois pas comment je pourrais participer à l'intégralité du live, notamment à la partie spoil. Donc voilà, après je vais aller faire ça. Mais du coup, en attendant, ça c'est un petit peu en pause, ce qui m'embête parce que j'ai très envie de continuer. Mais soit, c'est pas grave. À partir de ce soir, je pourrais reprendre ça. Et je vais peut-être me mettre aussi à la lecture du VO parce que j'ai pas avancé et que le live c'est dimanche, je crois, donc ça sent pas bon, mais il va falloir que je me bouge un petit peu. Donc à l'heure actuelle, j'en suis à, je sais pas, peut-être 2 tiers ou quasi 2 tiers. Je suis peut-être un peu optimiste, mais soit. De Capitale du Nord, et ce que je peux vous en dire pour le moment, sans vous spoiler, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'évolution d'Amalia, le revirement d'Amalia. Je trouve qu'elle est enfin une personne, une bonne personne, je dirais. Elle a arrêté d'être, je vous l'ai déjà dit, je crois, susceptible, désagréable. Elle a de l'humour, elle plaisante, elle rigole, elle a un peu d'empathie pour les gens. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'empathie. En tout cas, elle sent quand il vaut mieux qu'elle se taise plutôt que dire des méchancetés. Et ça s'appelle du contrôle de soi. Et enfin, ça y est, elle a grandi. Et je trouve qu'il est hyper intéressant. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est le dernier, et donc ça répond à certaines choses de Capitale du Sud, mais je crois que pour le moment,
je préfère celui-ci que le troisième de Capitale du Sud. Parce que je trouve qu'on a plus de réponses dans celui-ci que dans Capitale du Sud, même si j'ai adoré celui de Capitale du Sud. Mais voilà, si on compare. Donc bref, je vais avancer ça, voire même terminer ça, ça pourrait être pas mal. Et puis je reprendrai ça et je vous en parlerai. Donc là où j'en étais, en gros, on commence à faire le lien entre les trois femmes. On commence à voir qui est qui par rapport à qui et c'est plutôt intéressant puisque on suit Kate, je crois, qui fuit donc son conjoint violent et manipulateur et toxique et qui va dans la maison qu'elle a héritée dans sa grande-tante. Et donc on comprend, on devine déjà en amont, mais on comprend que sa fameuse grande-tante, eh bien, c'est probablement quelqu'un de la famille de d'Alta, donc de la femme du XVIIe siècle, puisque le nom de famille revient. Et on comprend aussi, et on devine encore une fois aussi très rapidement, que la fameuse grande-tante, c'est Violette, donc la petite fille, jeune femme, la jeune femme plutôt, de 1942. Donc tout est lié, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ces destins de femmes très différents et en même temps quelque part assez proches. Donc j'ai vraiment très 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 envie de continuer. Je compte bien le terminer pour cette fin de semaine et pour conclure mon avis dans ce vlog. Je vais tout faire pour, en sachant que je vais devoir écouter mon VO en parallèle. Voilà. Donc là à l'heure actuelle, je suis vraiment sur ces deux-là à fond. Par contre, aujourd'hui, j'ai reçu un service de presse. J'ai reçu La Reine du Noir de Julia Bartz que m'a envoyé très gentiment Sonatine. Je ne me rappelle plus exactement du résumé parce que je l'ai lu il y a un certain temps et que voilà, mon esprit a occulté. En tout cas, il est très très joli. Il est un petit peu repris, je trouve, des inspirations de chez Monsieur Toussaint l'Ouverture pour moi. Bref, alors, on est dans une histoire où on a une romancière qui apparemment a une fanbase assez impressionnante et qui, grâce à son livre et à elle-même, plein de jeunes femmes ont cessé de se considérer comme des petites créatures fragiles pour explorer leur côté sombre, pulsionnel, sexuel. Donc, on va être dans, a priori, une histoire d'autrice qui est voilà, qui représente l'écriture d'horreur féministe et qui va proposer à 5 jeunes fans de venir dans son manoir de Blackbriar, de Blackbriar à la française, assez isolé, et je crois que l'une d'entre elles va mourir, il me semble. Oui, non, une d'entre elles disparaît, voilà. Donc a priori, on est dans un huis clos, dans un manoir. Ça me fait penser très fort à Pepper Palace, puisque dans son dernier vlog, elle disait que c'était un truc qu'elle adorait, les huis clos. Bah voilà, on est tout à fait dedans. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. C'est pas ma priorité parce que je viens juste de le recevoir et que j'en ai d'autres à lire avant. Mais c'est parfait pour cette saison, ça aussi. Donc je suis absolument ravie. J'ai très hâte de le lire. Et j'attends toujours deux autres SP, mais je ne sais pas s'ils ont été envoyés, s'ils ont disparu dans les limbes de la poste, nous verrons bien. Affaire à suivre, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose à ajouter, je dois vous avouer que je suis assez pressée parce que je dois filmer 2-3 trucs avant de lire, hein, parce que là vraiment vraiment ça urge. Je vous laisse pour ce petit plan, ce petit point lecture, et du coup on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi et j'ai bien lu ce matin, j'ai avancé La Maison au sortilège d'Emilia Hart. Et je sais pas si je vous ai montré hier où j'en étais, mais j'ai bien lu. Je devais en être. Je crois que j'en étais page 80, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas trop mal lu, hein, ça va. C'est pas incroyable, mais ça va. J'en suis page 204 à l'heure actuelle. J'ai dû m'arrêter pour mettre l'enfant à la sieste et donc en profiter pour filmer. Bref, c'est vraiment une très bonne lecture. C'est vraiment très bien écrit parce que plus le temps avance, plus on voit les liens qui se tissent entre les trois femmes dont on suit l'histoire. Et ça, c'est génial. C'est un truc que j'aime énormément. Je trouve ça hyper intelligent et hyper... comment vous dire? C'est pas ce genre de livre qui va révolutionner les thématiques féministes, et c'est pas son objectif. Son objectif, c'est, je pense en tout cas, de proposer un livre qui ait l'avantage d'être facilement lisible, addictif, et en même temps de passer des messages par rapport au patriarcat notamment et aux vies, aux différentes destinées de femmes qui peuvent exister, mais on reste avec des personnages qui sont hors du commun. C'est-à-dire que c'est quand même des femmes qui ne sont pas comme toutes les autres, si vous voulez. Ça reste des femmes très particulières, chacune dans leur époque, mais assez différentes des autres, ou en tout cas, peut-être que c'est parce qu'on voit pas beaucoup d'autres femmes qu'on a cette impression, mais ça reste malgré tout des personnages assez spéciaux. Donc ça, c'est vraiment très chouette du point de vue des thématiques qui sont abordées. Donc autant en suivant Kate qui vivait une relation toxique
et qui s'en échappe et qui découvre peu à peu son passé et le passé de ses ancêtres que via Violette, qui elle est une jeune fille de bonne famille, Seconde Guerre mondiale, d'une famille assez noble, enfin d'une famille noble tout court, je crois que son père est comte ou vicomte, et qui se rend bien compte qu'elle n'est peut-être pas comme tout le monde, mais qui en même temps voit pas trop le problème parce qu'elle a été très très isolée depuis qu'elle est toute petite, et en même temps découvre que sa mère a priori n'était pas non plus comme tout le monde, que le personnage d'Alta, qui, elle, sait que ce qu'elle fait, donc soigner des gens notamment, et cette espèce de communion qu'elle a avec la nature est mal vue et peut lui apporter des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dès le début, puisqu'elle est en procès pour sorcellerie. Donc, on reste avec des personnages qui sont pas comme tout le monde, qui ne sont pas forcément dans la norme, voilà. Mais en même temps, ça permet aussi de poser des questions. Bref, je sais pas si je suis claire, mais j'aime beaucoup cette lecture. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment ce genre de bouquin qui a ce côté un peu thriller, j'ai envie de dire, où on sait qu'il y a plein de choses à découvrir, on sait qu'il y a plein de secrets, on sait qu'il y a peut-être potentiellement un petit côté fantastique, ou si c'est pas du fantastique, c'est peut-être, comment vous dire, expliqué par d'autres choses plus classiques, mais peu importe. Dans tous les cas, il y a des secrets à découvrir, il y a des choses à découvrir, et je veux pas vous spoiler. Sachez juste que c'est vraiment une lecture qui est hyper addictive. C'est hyper bien écrit, c'est vraiment très intelligent. Ça aborde des thématiques qui sont très d'actualité, où voilà, on va parler de ce qu'est une sorcière, on va parler de ce que les gens, de manière globale, considèrent, considèrent comme être une sorcière, et on va parler aussi de l'importance de la mémoire du passé, de ce qu'ont vécu nos ancêtres et de comment ça nous est transmis de manière directe ou pas, consciente ou pas, génétiquement ou par l'éducation. Et toutes ces thématiques sont hyper importantes parce que c'est des choses qui sont d'actualité pour les femmes et pour toutes les minorités de manière générale, et même pour la plupart des gens, je pense. Et c'est bien traité en fait. C'est bien traité, c'est bien tissé, et ça se déplie peu à peu, l'espèce d'origami se déplie peu à peu et se dévoile, et on comprend. Il y a des choses que je sentais venir dès le début, mais c'est pas grave parce que c'est pas tant la finalité en fait que le chemin pour y aller qui est intéressant. Je sais pas si je suis très très claire, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est compliqué d'en parler sans trop en dire. Sachez en tout cas que j'aime beaucoup cette lecture, que je vais la continuer après, parce que vraiment, j'ai très envie de voir où on va. J'ai très envie de savoir comment ça va se passer pour ces trois femmes, parce que concrètement, elles sont toutes les trois dans des situations qui sentent pas bon. Alors, Violette, peut-être un petit peu moins pour le moment, parce qu'elle n'est pas directement en danger de mort, comme peut l'être Alta par exemple, ou même Violette de manière un peu détournée, mais on sent bien que si son ex-conjoint la retrouve, voilà. Donc, mais en même temps, on sent bien qu'elle est dans quelque chose qui sent pas bon non plus. Et paradoxalement à ça, on sait comment elle a fini sa vie. Donc, encore une fois, je vous dis, ce qui est important, c'est le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé entre ses 16 ans, quand on la découvre, et la fin de sa vie, quoi. Bref, vraiment très très bonne lecture. Sincèrement, c'est une très bonne découverte. Je m'attendais à ça, oui et non. Je m'attendais pas à ça, enfin, pas de cette façon-là, en fait. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi engagé. On sent bien qu'il y a un très fort parti pris de la part de l'autrice, et c'est très chouette, et ça fait du bien, et voilà. Donc, je vous le recommande si vous aimez voilà, ces thématiques qui vont parler de féminisme, de patriarcat, de destin de femme, d'histoire familiale aussi, de sorcières, et voilà, du côté peut-être un peu fantastique des sorcières, mais aussi du côté très terre à terre de ce qu'on pouvait appeler une sorcière il n'y a pas si longtemps. Ça peut totalement vous intéresser, et je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment vivement. Voilà, donc ça, c'est en cours, je vais continuer tranquillement. Hier, en revanche, j'ai terminé la lecture du tome 3 de Capitale du Nord, qui est ici, donc L'armée fantoche de Claire Duvivier, qui était un beau bébé, mine de rien, à plus de 500 pages. Et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu, et qu'est-ce que j'avais un petit peu moins d'attente sur ce tome 3 que sur le tome 3 de Capitale du Sud, parce que j'étais beaucoup moins attachée à Amalia que j'ai pu l'être à Nox, pour des raisons très subjectives et personnelles, hein. C'est vraiment une question de feeling par rapport au caractère et à la personnalité des personnages, tout simplement. Donc voilà. Et ça a dépassé, mais largement dépassé mes attentes, parce que on a enfin un personnage, je dis enfin, selon encore une fois mes critères, hein, mais on a enfin un personnage qui se dévoile et qui devient une personne
une personne, je pense qu'on peut dire, appréciable et comment vous dire, empathique dans une certaine mesure et qu'on arrive à comprendre et on arrive à se mettre à sa place. On a récupéré l'enfant. Je vous disais, le problème que j'avais avec Amalia, c'est que c'était ce personnage typiquement pour moi et selon mes goûts et voilà, détestable dans la mesure où elle était le fruit de son éducation et de son époque et de son contexte de vie, à savoir une jeune noble qui pense que tout est lui est dû et enfin vraiment c'était un personnage avec ses défauts typiques, voilà, de susceptibilité, d'égoïsme, d'égocentrisme, de manque d'empathie et c'est pas tant le manque d'empathie que ce besoin de dire les choses quitte à être méchante vis-à-vis des gens. Et c'est quelque chose qui était très fort dans le premier volume où c'était une enfant en fait. C'était vraiment une enfant noble en fait, typiquement. Moins dans le deuxième, mais j'avais pas du tout apprécié un certain passage avec son demi-frère dont j'ai déjà parlé. Et là, dans le troisième, elle a encore évolué, elle a encore mûri, et elle reconnaît à la fois ses erreurs et elle devient une personne appréciable en fait. Oui. Et enfin, j'ai réussi à apprécier Amalia parce que elle a mûri, parce que elle a compris des choses, elle a compris certaines de ses erreurs, elle a accepté certaines de ses erreurs et ben voilà, en fait, elle a changé, elle a grandi, elle a mûri, elle est moins susceptible, elle prend moins les choses pour elle, elle considère moins que les choses lui sont dues. Enfin, voilà, c'était un personnage que j'ai apprécié. J'ai vraiment aimé l'Amalia de ce troisième tome. Franchement, j'en suis la première étonnée. Qu'elle évolue et qu'elle soit plus appréciable, oui, ça aurait pu, et je m'y attendais un petit peu. Que je l'apprécie autant, vraiment, j'ai été vraiment touchée par son évolution, par bah, voilà, cette acceptation de ses erreurs, de ses faiblesses, de tout ça, et cette remise en question qu'elle a. Enfin, vraiment, pour moi, le gros point fort de ce dernier volume, c'est l'évolution d'Amalia. Alors, est-ce que c'était dans l'intention de l'autrice de créer ce personnage noble, hautain, etc., susceptible, et d'en faire autre chose? Et est-ce que c'était totalement volontaire? Ou est-ce que ça s'est imposé naturellement au fur et à mesure des événements? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et cohérent. J'ai trouvé que l'autrice avait parfaitement réussi et mené l'évolution de son personnage. Et c'est assez rare pour être notée, je trouve, parce que moi j'y ai cru en fait. J'y ai cru à ce point de départ et ce qu'elle était et comment elle en est arrivée à la fin de ce troisième volume. J'ai trouvé ça, j'ai pas eu l'impression que c'était artificiel en fait. Ça me semblait logique, ça me semblait naturel, ça me semblait, enfin voilà. Vraiment, j'ai adoré cet aspect, j'ai adoré l'évolution d'Amalia. J'ai vraiment, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. J'ai aussi beaucoup aimé toutes les résolutions de toutes les histoires et de tous les fils. C'est ce troisième tome qui vraiment explique ce qui n'était pas expliqué dans le troisième tome de Capitale du Sud. Pour moi, ça éclaircit plein de choses qui restaient un peu obscures et c'est quelque part très très logique parce que même si chaque saga a son unité en soi et interne, il y a quand même ce complément qui pour moi est nécessaire. Et c'est ce dernier volume, ce sixième et dernier volume, qui conclut ça en beauté. C'est vraiment, ça a été une lecture pour moi qui a été que j'ai fait lentement déjà pour commencer parce que je voulais tout comprendre et ne rien rater. Et j'ai eu la sensation d'apprécier chaque mot et d'apprécier chaque révélation et d'apprécier chaque rebondissement. Et vraiment, j'ai apprécié cette lecture. Je vous l'ai même pas montré, je sais plus, je l'ai posée parce que l'enfant s'est levé. Vraiment, voilà, j'ai tout aimé. Je n'ai rien à en redire de négatif. Ou alors je vois pas, je suis peut-être encore dans l'émotion de ce final. Je suis peut-être encore dans l'émotion de ce final, mais à l'heure actuelle, je n'ai rien de négatif à en dire. Parce que, bah, bon, alors la plume de Claire Duvivier, elle était déjà excellente dès le premier volume, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais cette maîtrise de l'autrice concernant la langue, concernant les niveaux de langue, concernant les intrigues, etc., c'était vraiment incroyable. Du début à la fin, et j'ai adoré. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi vous en dire. Je pense que si vous aimez la fantaisie, si vous aimez la fantaisie politique, en sachant que ça n'est pas très complexe en termes de politique, hein. On n'est pas sur un truc, voilà, ça reste très accessible, mais ça a ce côté social et on sent bien les idéaux qu'il y a derrière, la manière de penser des auteurices
Et c'est vraiment appréciable et c'était vraiment une très bonne lecture. Donc vraiment, si vous aimez la fantasy, il faut que vous le tentiez parce que je pense que ça peut vraiment vous plaire en sachant que c'est un univers qui est extrêmement riche et que je me rappelle parfaitement quand j'ai commencé Capitale du Sud, le premier volume. Au début, ça m'a semblé tellement riche et complexe que j'ai eu l'impression de ne pas tout comprendre. Mais en fait, il faut se laisser porter. Ça veut dire que laissez-vous porter, faites confiance à Claire Duvivier et à Guillaume Chamanade-Jean parce qu'ils vont vous amener là où il faut et vous expliquer ce qu'il faut et laissez-vous porter, quoi. Vraiment, laissez-vous porter. Appréciez la beauté de l'écriture, des deux plumes, appréciez la cohérence entre les récits, appréciez la qualité des ambiances, appréciez les messages sociaux et politiques en sous-texte hyper intéressants et laissez-vous porter et ça va se résoudre et ça va prendre son sens et ouais, franchement, très très bonne double trilogie. Ça a été une découverte qui a rythmé toute mon année fin 2022 jusqu'à là, fin 2023. Donc un an de lecture avec ces deux sagas. Et ça va rester, je pense, une saga très particulière pour moi. Et sincèrement, je pense qu'avec grand plaisir, je la relirai. Alors, pas tout de suite, bien évidemment, mais je la relirai, enfin, je les relirai du coup, parce que je suis sûre qu'à la relecture, je vais voir plein de choses que je n'avais pas vues la première fois, saisir plein de choses qui me paraissaient un petit peu obscures la première fois, et que ça va prendre une nouvelle dimension. Et j'en suis persuadée, ça fait partie de ces lectures qui prennent une nouvelle dimension à la relecture, et j'ai déjà hâte de m'y replonger, mais j'ai très envie d'oublier un tout petit peu, de me sortir de cette première impression, ou en tout cas d'estomper un peu ça, et puis de me laisser un peu le temps, de laisser reposer pour reprendre ça à zéro. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, hein, plein de personnes avec qui j'échange, qui ont repris tout pour lire les deux derniers volumes et vraiment être dedans. Et ça me semble pas du tout bête, bien au contraire. Parce que c'est vrai que c'est quand même une conclusion en explosion, quoi. Bref, j'ai énormément parlé de ça, mais c'était tellement chouette, j'étais tellement contente, j'étais tellement, ouais, vraiment contente de cette Amalia et de cette évolution et de, de découvrir un petit peu les faiblesses de ce personnage et ces choses qu'elle se cachait peut-être un peu à elle-même. Et puis les choses aussi liées à son passé, liées à sa famille, qui étaient un peu tues et qu'elle peut-être sentait inconsciemment. Et vraiment, vraiment, c'était très très bon. Et je pense que ça parle beaucoup de famille aussi, et ça parle beaucoup plus dans Capitale du Nord, ça va parler aussi de famille et de relations entre les membres d'une famille. Et c'était vraiment excellent. Et je suis ravie, pour la note de fin, qu'elle ait regretté sa réaction suite à la conversation avec son demi-frère à la fin du tome 2, parce que c'était quelque chose qui m'avait vraiment chiffonné, et je suis contente que le temps lui ait permis voilà, de prendre du recul par rapport à ça. Soit, je vais arrêter avec ça. Donc du coup, à l'heure actuelle, je dois attaquer dans la journée ou ce soir la fille qui se noie, qui est un SP que j'ai reçu d'Alba Michel, imaginaire, que je dois lire avec Emeline et le panda roux sur Instagram. Donc je vais attaquer ça tranquillement, mais j'ai très envie d'avancer la maison au sortilège d'abord. Donc c'est ce que je vais faire, je vais suivre mes envies. Je vais aller lire, profiter que ce soit relativement calme pour avancer cette lecture, et j'aimerais bien en fait lire encore au moins une centaine de pages aujourd'hui de manière à le terminer pour terminer ce vlog. Ça serait vraiment très très bien, comme ça on aura un vlog, voilà, on aura tout dans le même vlog et ça sera parfait. Je vous laisse, donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi et il fait froid, il pleut. Le bonheur, le bonheur. Bref, alors je viens vous parler d'une lecture que j'ai terminée hier, dont je vous ai déjà parlé, à savoir La Maison au sortilège d'Emilia Hart, qui était un SP reçu de la part des Escales, qui était une très très bonne lecture. Je voulais vous prévenir avant d'en parler que c'est blindé de trigger warning, notamment autour de violences en tout genre, mais notamment de violences sexuelles. Il y a pas mal de scènes qui peuvent être trigger, je vous préviens. Mais voilà, bon après, moi ça me trigger pas forcément plus que ça, enfin en tout cas ça passe, mais je vous le dis au cas où. Toujours est-il que c'était une très très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Comme je vous le disais hier, et je reste un peu sur cet avis, c'est pas un livre qui va absolument révolutionner tout ce qui concerne le féminisme et le traitement des femmes et le patriarcat, mais c'est intelligent et c'est bien fait parce que ça a l'avantage de mettre en avant différentes situations et à quel point, eh ben, c'est pas une question d'époque, c'est à travers les époques.
la misogynie, le sexisme, les violences faites aux femmes. C'est depuis très 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 longtemps. Et ça continue aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu plus caché qu'avant. Et encore, c'est discutable, mais bref. Donc pour moi, le lien qui était fait entre les trois femmes était hyper intéressant. Le côté secret de famille aussi était très très chouette. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu de grosses révélations, mais c'est amené petit à petit, donc c'est un peu normal. Je pense que j'ai pas été forcément surprise à la fin, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce côté, alors qui peut-être peut déplaire, je ne sais pas, mais ce côté femme connectée à une espèce de nature profonde qui est plus symbolique, je pense, que dans la volonté de parler de quelque chose de réaliste. C'est très symbolique, mais c'est voilà, cette espèce de manière de mettre en avant la force des femmes devant l'oppression et devant même le fait d'être des victimes et de l'avoir été. C'est typiquement le cas de Kate qui est restée 6 ans avec son conjoint et jusqu'au jour où elle part et ça met en avant ça en fait, ça met en avant le fait qu'on est éduqué à être d'une certaine façon, qu'on est conditionné à être d'une certaine façon, et que la prise de conscience n'est pas forcément évidente, et que c'est dur d'un point de vue émotionnel, mais c'est dur aussi d'un point de vue concret, financier, etc. Et c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé les trois femmes, je les ai trouvées toutes les trois intéressantes, je les ai trouvées toutes les trois différentes, mais avec des points communs. Il y avait ce côté vraiment cette espèce d'héritage générationnel, intergénérationnel et d'héritage presque génétique qui était chouette et qui mettait en avant des belles valeurs, je trouve. Donc bref, vraiment c'est une très bonne lecture. Ça se lit tout seul. Pour moi, c'est ultra addictif. Ça regroupe plein de choses que j'aime énormément. Donc le côté historique, le côté sorcière, chasse aux sorcières, etc. Le côté sororité aussi, puisqu'il y a des belles situations où des femmes s'entraident et c'est plutôt chouette. Pas tant que ça aurait pu être plus mis en avant, mais quand même. Et ouais, ça dénonce plein de choses et en même temps, c'est une lecture qui est accessible, c'est pas un essai. Je pense que ça peut être une bonne, entre guillemets, porte d'entrée pour ce genre de réflexion quand on n'est pas hyper au fait de tout ça. Et voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était très très chouette et je le recommande si vous avez envie de ce genre de lecture qui se lit vite, qui se lit bien, qui s'enchaîne avec plein de thématiques intéressantes, des personnages féminins assez nuancés et qui remettent en question plein de choses et qui réfléchissent sur leurs conditions, sur leur vie, qui se rebellent aussi un peu, qui parfois sont aidés. Voilà, c'était vraiment très très chouette lecture. Voilà, donc ça c'est lu, je suis très contente de l'avoir lu, enfin j'ai pas vu le temps passer. Et du coup, hier soir, j'ai attaqué La fille qui se noie de Kathleen R. Kiernan, qui est un SP que j'ai reçu d'Albin Michel. Je crois qu'on est dans une semaine où je lis mes SP. C'est très très bien. Où on va suivre une jeune femme qui a priori est schizophrène comme l'étaient sa mère et sa grand-mère. Je vous le dis d'ores et déjà, il y a des trigger warnings concernant le suicide. Et elle veut écrire un ouvrage, si j'ai bien compris. Et donc on suit à la fois des événements du passé, à la fois des réflexions. Tout est un peu emmêlé, mais je pense que ça fait écho à son état d'esprit peut-être confus parfois, en sachant qu'elle est sous médication. Et j'ai lu un chapitre, donc j'ai lu 40 pages. Je peux pas très bien vous dire où ça va. Mais pour le moment, c'est plutôt intéressant. J'aime bien ce côté assez complexe et j'ai envie. Il y a l'enfant qui, je sais pas si vous entendez l'enfant qui m'appelle, je vais y aller. Et je sais pas si, bref, je sais pas où ça va aller, mais c'est chouette. Donc voilà, je vais continuer. Je vous en reparlerai dans tous les cas et nous verrons bien ce que ça va donner. Ceci étant dit, je vous reparlerai bientôt de Millepertuis que j'ai terminé et de ma nouvelle lecture numérique en cours ainsi que du VO Explora Livre. Mais je ferai ça soit ce soir, soit demain. Là, il faut que je cours parce qu'il s'impatiente. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi, je viens pour clôturer le vlog comme d'habitude et il y a une lumière très bizarre parce qu'il pleut et il fait beau de manière totalement aléatoire. Bref, de quoi je devais vous parler hier et j'ai été coupée par l'enfant, je ne sais plus. J'ai terminé Millepertuis, qui était une très très bonne lecture. Ça va être très compliqué d'en parler parce que c'est un pavé mine de rien. Je sais pas combien de temps j'ai mis à lire, mais beaucoup de temps. Vous me direz, c'était ma lecture du soir, donc je suis toujours plus lente, mais quand même, j'ai mis du temps. Donc, Millepertuis, c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui s'appelle Horty, qui vit à moitié dans le monde au début des humains et dans le monde des sorcières, puisqu'elle va à l'école et donc elle a un copain, un meilleur ami qui s'appelle Corentin, qui est un humain. Et elle va faire une très grosse bêtise puisque les sorcières ont leur nord, donc ce qui leur permet d'avoir un destin en fait, dans le nombril et elle va
lui donner son or et elle va, perdre son nombril, d'où La sorcière son nombril, c'est le titre. Et plein de choses vont en découler, plein de choses vont se passer, pas que ça, plein d'autres choses. On va la suivre quand même de ses 6 à ses 15 ans, donc sur une grande période. Et c'était vraiment une lecture hyper intéressante. C'est totalement décalé, c'est totalement différent de ce à quoi on peut avoir l'habitude parce que la manière dont sont abordées les thématiques, la manière dont les choses sont racontées est totalement différente de ce à quoi on a l'habitude. Et en même temps, il se passe des trucs hyper surprenants et hyper, voilà, on sait pas d'où ça vient et pourquoi et comment, et c'est trop chouette. Typiquement, je vous avais raconté la petite sœur d'Ortie qui s'appelle Ronce, je crois, qui a comme espèce de talent en tant que sorcière de pouvoir avaler à peu près n'importe quoi, qui se fait dégoûter aux tablettes de la vaisselle. Et vraiment, elles ont toutes des pouvoirs un peu décalés et des capacités un peu décalées et pas hyper attendues. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'on est sur des sorcières avec une magie beaucoup autour des fluides corporels. Donc ça va être les règles, le sang, la salive. Et à la fois, c'est hyper prosaïque et en même temps, c'est hyper chouette parce que c'est une manière, je pense, un petit peu de glorifier les femmes et le corps humain et voilà, et de montrer que c'est pas dégoûtant en soi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était trop chouette et j'ai beaucoup aimé les larmes aussi. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça génial. Ça aborde plein de thématiques à la fois hyper importantes pour le public cible, donc les pré-ados, puisque ça va parler voilà, de règles, d'amoureux, d'amoureuses, de rapports sexuels, voilà, plein de thématiques très très ancrées dans la période cible du livre. Et en même temps, ça va aussi parler de thématiques plus larges, notamment de féminisme. Et je pense à cet aspect des sorcières qui est un peu méconnu par Horty et qui le découvre peu à peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garçons chez les sorcières. Et pourquoi il n'y a pas de garçons chez les sorcières? Ça, c'était trop chouette, c'était trop intéressant. J'ai trouvé ça tellement intelligent. J'ai beaucoup aimé aussi, et ça, je l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière, la manière dont l'autrice parle de l'enfance et comment elle met en avant le fait qu'il faut expliquer aux enfants et pas juste dire c'est comme ça et c'est tout, parce que c'est à cause de ça qu'Orty commet la bêtise qu'elle commet parce qu'elle croit bien faire, elle croit protéger son or et en fait elle fait une grosse bêtise et c'est parce qu'on lui explique pas en fait, on lui dit pas concrètement pourquoi et on lui donne pas les tenants et aboutissants et comme elle comprend pas, elle fait des bêtises, ce qui est logique. Et j'ai bien aimé ce regard sur l'enfance. On traite trop les enfants comme des petits individus incapables de comprendre les choses, alors que si on leur explique, avec les mots appropriés à leur âge bien évidemment, ils comprennent, et ils comprennent pourquoi il faut pas faire ça, et pourquoi on peut faire ça, et pourquoi ça c'est déconseillé, et pourquoi ça c'est dangereux, et après de toute façon ils prennent leurs décisions, surtout plus ils grandissent, plus ils prennent leurs décisions seuls, mais au moins ils ont les tenants et aboutissants. Et ça c'est une thématique qui est récurrente et qui était vraiment vraiment bien faite et intéressante. J'ai aimé tout en fait dans ce livre, sincèrement, c'était un coup de cœur. J'ai adoré, comme je vous disais, l'écriture qui est très particulière, qui est très belle. C'est vraiment une très bonne plume, très travaillée et en même temps très décalée. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages dans leurs particularités, avec leurs qualités et leurs défauts. J'ai trouvé que c'était la société des sorcières, qui est très secrète bien évidemment, était hyper intéressante, était basée sur la sororité, basée sur l'entraide entre les femmes, et ça c'était très chouette. Même quand elles s'entendent pas forcément hyper bien, elles sont quand même toutes là pour se soutenir les unes les autres et pour s'aider. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment une très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre d'univers très décalé, très perché, avec toutes ces thématiques en sous-texte qu'on peut imaginer quand on parle de sorcières et d'adolescence, etc. Vraiment, je pense que ça peut vous plaire et c'est vraiment une expérience de lecture à part entière. Donc vraiment très 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 bonne lecture. J'ai adoré, je vais me le procurer ou je sais pas comment, peut-être pas maintenant, mais je vais essayer de l'avoir parce que je pense que j'aimerais le relire, parce que je suis sûre d'être passée à côté de certaines subtilités dans le texte, parce que c'est un texte qui est à la fois très accessible mais aussi plein de subtilités. Donc voilà. Bref, ça c'est fait, je vous ai parlé de Millepertuis, je devais vous parler de ma lecture en cours, donc je suis sur 2 lectures en cours. Je suis à la fois sur ça, donc je sais jamais le titre et l'ordre des mots, donc je vous le mets ici, qui est le VO de l'Explora Livre. J'ai lu à l'heure actuelle, écoutez, slash écouter, enfin un peu les deux et un peu parfois l'un ou l'autre. 40% à l'heure actuelle et le live est demain soir, donc ça va être chaud, mais je vais essayer de le terminer rapidement et pas au dernier moment parce que ça va me stresser. Ça va être chaud, mais soit. C'est une lecture qui est très 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 bizarre et particulière. En gros, on suit plusieurs personnages. D'une part, on suit Shizuka Satomi, qui est une professeure de violon qui, et on le sait très rapidement, a fait un pacte avec un démon ou avec le diable pour, en échange de
sa liberté, livrer cette âme. Et donc, elle prend des élèves, elle fait je sais pas trop quoi avec, elle les entraîne, quoi, elle les rend meilleurs et elle livre leur âme à ce démon. Je dois vous avouer que je pense que j'ai pas saisi toutes les subtilités de ce pacte parce que c'est une lecture relativement riche et complexe, mais en gros, on a la teneur de ce marché. On suit en parallèle Katrina, qui est une jeune femme trans qui était très très mal traitée et très rejetée par sa famille, qui s'enfuit dès le tout début, hein, c'est le début du livre. Elle s'enfuit de chez ses parents et elle va à, je crois que c'est Los Angeles, et c'est une violoniste totalement autodidacte. Et elle va se retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Et on suit aussi un espèce de groupe d'individus qui tiennent un shop de donuts qui, a priori, sont des extraterrestres. Voilà. Donc on est sur des choses vraiment, on voit pas. Enfin, c'est très bizarre à dire, on voit pas comment ça peut être connecté, mais ça l'est et c'est plutôt intéressant. J'aime plutôt bien cette lecture, même si je dois vous avouer que je suis quasi sûre de ne pas tout saisir, de passer à côté de plein de choses, de rater plein de sous-textes, plein de subtilités. C'est une écriture qui est assez particulière, qui reste compréhensible, mais qui est quand même dense et riche, je trouve. Enfin, c'est vraiment pas le plus simple des Explora-livres qu'on a eu à lire jusqu'à présent. Mais en même temps, ça me plaît quand même, et c'est pas une tannée de le lire, sinon j'aurais laissé tomber. Donc j'y retourne et je vais continuer, et la prochaine fois, je vais essayer de pas m'y prendre au dernier moment, vu que le prochain Explora-livre fait genre 400 ou 450 pages. Donc va falloir que je m'y mette assez tôt. Bref, au demeurant, j'ai avancé La fille qui se noie. J'ai même pas terminé le chapitre 2 hier. J'étais claquée, il me reste une page. C'est scandaleux. C'est plutôt intéressant, mais c'est très très perché, très particulier. Je comprends ce qu'Emeline voulait dire. C'est très perturbant parce que on ne sait jamais ce qui est vrai ou pas, qu'elle-même ne le sait pas, que parfois elle sait qu'elle invente des trucs à partir de bouts de choses qui lui restent dans la tête. Et en même temps, paradoxalement, des fois, elle sait que les souvenirs qu'elle a sont faux. Et en même temps, elle n'en a pas d'autres. Donc c'est très particulier. On est vraiment sur un personnage qui parfois raconte, donc on est dans la narration un peu classique, parfois va s'interpeller elle-même et parler d'elle à la troisième personne, parfois va être dans une espèce de dialogue avec elle-même, c'est très particulier, mais en même temps c'est intriguant. Et ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que bah, on a envie de continuer, mais j'ai peur qu'au fur et à mesure des pages, je me perde un petit peu. Donc je ne sais pas, nous verrons bien, je vais l'avancer, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et voilà, vous savez tout pour cette semaine de lecture. J'ai pas mal avancé, je suis assez contente. Mais il faut que je persévère dans mes efforts parce que j'ai plein de SP à lire et que j'aimerais bien pas les faire traîner plus longtemps. Donc je vais me bouger. Et puis il y a aussi tous les livres que j'ai envie de lire, hein, concrètement, les miens que j'ai achetés. Donc j'aimerais bien faire avancer tout ça. J'espère que la semaine prochaine sera productive aussi en termes de lecture, hein, parce que comme tout le monde, je suis mes envies, hein. Parfois je lis moins que d'autres fois selon mon état d'esprit. Là, cette semaine, ça allait, donc on verra la semaine prochaine où ça va mener. Je vais entamer aussi mon défi lecture tranquillement pour ne pas être dans le rush au dernier moment. Et puis voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai pu parler, que vous les ayez lues ou pas, si elles vous font envie éventuellement. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait et que mon contenu vous plaît. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, plein de belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!